de... C'est bon, c'est bon. On a du monde ce soir. On est rendu à 22. Ben oui. Je te dis. Ouais, un peu plus que ça, pour te demander de la faire en anglais pour être rediffusé aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Comme dit le gars, I speak 2 tongues, but English the best. Ça, où il y en a qui disent moi, je le parle, mais je le comprends pas. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Paul. Le Steve, qui sont arrivés les derniers. C'est bon. Rendu à 24. Ouais. Bon, peut-être encore une minute, puis on va commencer tranquillement. Là. C'est beau. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Paul. Là. Il y en a une à la caméra. Non, pas. C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi cette petite image-là? Je dirais que c'est de son cellulaire ou. Ça va. Hey, Charles, as-tu reçu mon message tantôt? Oui, que tu l'avais forwardé. Oui, je l'ai reçu. C'est bien. OK, bon, on va commencer. Il était 3, donc merci tout le monde d'être là en grand nombre. C'est la dernière conférence de ce début d'année. Après ça, on a un petit break cet été. Donc, je demanderai à tous ceux qui ne parlent pas de se mettre en mute pour être sûr qu'il n'y a pas de bruit de fond et de pointage de hockey. Et puis, s'il y en a qui ont des idées de conférences pour cet automne, n'hésitez pas à nous faire parvenir ça. Sinon, je passe la parole à notre présentateur ce soir, Guy Richard, ingénieur de formation, qui va nous parler des bâtis d'antenne, des tours DMX. Et à toi, Guy, the floor is yours, comme on dit en français. Merci, Charles. Je vais commencer tout de suite par la présentation. Une minute. Ah, ici. Est-ce que vous voyez ça? Affirmatif, ça sent bien. Affirmatif. Ouais. Je vais l'agrandir en plus. En tout cas, ça se peut que je sois obligé de le laisser de même. Parce que là, ça va marcher, je pense. Bon. Là, vous devez l'avoir pas mal plein d'écran. Là. OK. Le but de la conférence aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je suis certain qu'il y en a là-dedans qui ont déjà monté des tours ou aidé à monter des tours. Fait qu'il y a des bouts que vous apprendrez rien. Mais il y a des petits bouts que vous allez probablement apprendre des choses dans le genre, pourquoi ils m'ont demandé de faire ça. Fait que là, vous allez voir pourquoi. Puis pour les autres qui ont un projet de monter une tour, ben là, c'est parfait. On vous donne les grandes lignes là, pour procéder. Bon, là-dedans, on va parler très rapidement des types de tours. Les types de ruptures, c'est un petit peu plus. Les forces qui agissent sur une tour, les éléments d'une tour, la base de béton, l'installation de la tour, puis après ça, on va finir avec un projet type on verra comment on s'entend pour ne pas surcharger la tour. Bon, d'abord, les tours autoportantes, il y en a qui vont jusqu'à 160 pieds. C'est des tours qui travaillent en flexion, là. C'est le vent qui pousse dessus, puis elle plie au vent, plus ou moins selon sa rigidité. Les tours haubannés, il y en a jusqu'à 1200 pieds. Ça, évidemment, c'est des haubans. À 1200 pieds, il y a plusieurs séries d'aubans à différents étages qui empêchent la tour de déverser.
Ça travaille principalement en compression parce que les haubans tirent sur la tour. Bon, ils l'empêchent de se déplacer horizontalement, mais ils tirent aussi vers le bas sur la tour. Fait que ça travaille en compression. Puis il y a les tours hybrides, là. Ça, c'est le genre Radio Shack, là, pour ceux qui sont plus jeunes. J'ai vu qu'il y en avait avec les cheveux blancs comme moi, là. Les petites tours là, que tu montais, puis tu accrochais sur le bord de la maison, puis tu n'avais pas besoin d'une base ou à peu près pas, là. Fait que ça. Fait que c'est en gros les types de tours. Mais nous autres, on va s'en tenir ce soir au tour DMX, qui est la tour la plus fréquemment utilisée là, par les radioamateurs. Fait que la tour DMX, vous la voyez là, dans le moment, là, tout le monde la connaît. Ce modèle-là, comme il est présenté là, c'est la tour à 66 pieds. Puis là, ben, dépendamment des sections que vous prenez, si vous pouvez prendre la section juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 8, 48, votre tour à 48 pieds. Ou bien là, vous prenez la 8, 7, 6, 5, 4, puis là, 3, puis là, votre tour a aussi 48 pieds, mais beaucoup plus forte parce que plus la section est large en bas, là, plus la tour est solide. Fait que c'est en gros, là, on va parler de ces tours-là aujourd'hui. Bon. Les types de rupture. Quelle sorte de type de rupture qui peut arriver d'une tour? C'est en traction. En traction, les problèmes de traction d'une tour, là, ça va arriver dans une patte, dans les pattes de la tour. Et puis, c'est causé généralement, là, ce qui affaiblit une patte, c'est les trous. Puis les trous, s'il y a un trou est mal fait, puis il y a des légères fissurations sur le bord du trou, bien, c'est là que avec le phénomène de fatigue, c'est chargé, parce que quand il y a du vent, la tour se déplace à gauche, à droite, à gauche, à droite. Fait que ça, la patte est en compression, est en traction, est en compression, est en traction. On va revoir ça un petit peu plus loin tout à l'heure. Et une chose qui est importante, c'est que bien souvent, on veut rajouter des choses après la tour, puis là, on se met à percer des trous dans les pattes. Mais là, il faut faire attention. Si vous percez des trous dans une patte, des trous qui sont assez proches, bien, percez-les dans la même ligne, un au-dessus de l'autre, et non pas un en quinconce. C'est un symbole, puis l'autre, il est décalé d'à peu près 1 pouce plus symbole, puis l'autre bord, ça c'est bien mauvais. S'ils sont tous en ligne, bien, au moins, tout l'acier qui est à chaque bord des tours là, va travailler, mais les trous, moins vous en faites, là, mieux c'est. Après ça, une tour, ça travaille en compression parce que, bon, on va voir, le dessin est un peu plus loin, là, on reviendra dessus, mais quand ils ventent sur une tour, bien, il y a des pattes qui sont en compression parce que la tour veut s'en aller de ce côté-là. Il y a des pattes qui sont en compression, puis il y a d'autres pattes qui sont en traction. L'acier, ce qui est bien important de savoir, l'acier, c'est très bon en traction, mais en compression, c'est son point faible. On va y revenir. Et ça crée, on peut avoir des problèmes de flambage ou de voilement. Et par contre, le béton, lui, c'est le contraire. Le béton, il est très bon en compression, puis il n'est pas bon en traction. Fait que, on va voir tout à l'heure comment on va travailler avec ces deux caractéristiques-là. Bon. Les ruptures de flexion d'une tour, là, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu, puis j'ai de la misère un peu à m'imaginer ça, là, parce que vraiment, généralement, quand le vent pousse sur un bord, il y a au moins une patte, sinon une patte et demie, là, qui travaille en compression, puis ça, ils sont deux pour reprendre la compression, parce qu'on a dit un peu plus haut qu'en compression, l'acier est moins bon. Par contre, il y a une patte qui, elle, prend toute la traction, puis ça, en traction, les tours sont bonnes. On va revenir un peu là-dessus. La torsion. La torsion, c'est... vous donner un exemple pour vous aider à comprendre. Là. Vous avez vu des tours micro-ondes, puis des tours pour bel téléphone, puis tout ça, là, où parfois, il y a des haubans, un peu à différentes hauteurs. Puis à un moment donné, il y a deux haubans qui arrivent à la même place avec une barre de travers. C'est parce que les cônes qui sont là, pour les micro-ondes, là, quand tu arrives le vent dessus, ça cherche à faire de la torsion dans la tour, puis les deux haubans là, qui sont au même niveau, c'est justement pour empêcher cette torsion-là. Dans notre cas, dépendamment de ce que vous allez accrocher après la tour, vous allez avoir, lorsqu'il y a des grands vents, des problèmes de torsion. Fait qu'on verra tout à l'heure, mais il faut se rappeler qu'une tour, les tours au DMX,
ils ont une forme triangulaire. Et puis, vous vous rappelez de vos cours de géométrie, là, le triangle est une figure indéformable. Fait que ça donne de la force, fait que c'est ça qui permet à la tour de résister à la torsion, mais on va voir les choses à ne pas faire pour l'affaiblir en torsion. Puis finalement, la fatigue, ben, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est autour des trous, s'il y a trop de trous, ben aussi il y a excusez le terme anglais, là, mais des notches dans la patte. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'autour d'une tour. Fait que si vous recevez une tour, puis elle a tombé, puis il y a une notch, un entaille dedans, ça, là, c'est un point d'origine pour une rupture par fatigue, puis la fissure, elle se prolonge, elle se prolonge, elle se prolonge, finalement, elle passe à travers de toute la patte. Marquez bien que c'est rare que ça arrive, parce que nos tours sont rarement aussi chargés que ça, mais quand même, c'est quelque chose qui peut arriver. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de flambage, là, ben, regardez, si vous mettez une charge, vous voyez l'affaire, il y a une rotule en bas, c'est tenu en haut, vous mettez une charge, finalement, le morceau va faire ça. Quand le morceau est rendu à faire ça, puis vous allez voir tout à l'heure pourquoi, là, il vient d'être affaibli beaucoup. Surtout s'il demeure dans cette forme-là, parce que vous avez été assez loin, là. Puis là, ben, dépendamment là, d'autres, ça serait plutôt ce cas-là, une tour, mettre une charge tellement que la tour va partir en flambage, non. Mais ce qui peut flamber, par exemple, c'est un élément de patte entre deux sets de bracing. Mais encore là, c'est un point fort des tours DMX. Fait que j'ai parlé de flambage, vous savez c'est quoi, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Le voilement. Le voilement, ça, c'est une partie qui fait ça ici. Là, vous voyez, c'est une cornière, ça. Puis il y a une partie qui fait ça. Ça, là, c'est une chose à vérifier bien comme il faut. Quand vous achetez une tour neuve, à moins qu'il l'ait échappé à terre en la transportant, vous n'avez pas de problème de même sur le bord d'une patte. Mais des fois, quand vous achetez une vieille tour, là, quelqu'un qui se défait de sa tour, puis tout ça, mais si vous voyez des choses de même, là, c'est pas très bon. Il y a moyen c'est facile à renforcer. Vous mettez une petite plaque ici, puis avec des boulons à chaque bout, ou il faut le redresser, tout simplement. Mais plus la courbure est grande, moins c'est bon. Mais c'est quand même rare qu'on voit ça dans une tour. Les seuls cas où j'ai vu ça, moi, c'est des tours qui avaient été échappées à terre. OK. Quelles sont les forces qui agissent sur une tour? D'abord, le poids de la tour elle-même. Il faut bien qu'elle se supporte, là. Après ça, les antennes. Les antennes pèsent quelque chose. La glace, un tuyau de 2 pouces là, de glace là, sur 48 pieds, fait que, équivalent, mettons, une patte là, qui a du verglas tout le tour. Si elle a 2 pouces de verglas, ben, c'est 60 livres, c'est 1,3 livres au pied, fait que ça fait 60 livres de plus. Les grimpeurs, ça c'est important parce qu'on va voir tout à l'heure dans l'installation, ça peut se faire à 1 ou 2 grimpeurs. C'est sûr que si c'est 2 grimpeurs de 300 livres, c'est pas très bon pour la tour, c'est même trop. Puis je vais vous montrer où c'est pas les pattes qui vont lâcher, c'est le bracing. Puis ça, c'est bien important le bracing. Il ne faut pas qu'il crochisse. Bon, fait qu'idéalement, si vous montez une tour, essayez de ne pas avoir 2 gars de 300 livres, mais d'habitude, les gars de 300 livres, ils ne montent pas d'un tour. Fait que c'est plutôt des gars de 150 livres. Fait que, mais à 2, là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes tout seul, vous pouvez avoir un peu plus dans le bon point. Oups, excusez. Le vent. Le vent pousse sur la tour. C'est le pire ennemi d'une tour, ça, c'est le vent. On va le voir tout à l'heure, là, c'est le vent. Le vent, là, ça pousse à 40 livres au pied carré. Si vous mettez une feuille de plywood dans les airs, ben 40 livres au pied carré, prenez la feuille, là, c'est 8 par 4, multiplié par 40, ça commence à être de la charge. Ça, c'est pour un vent de 85. Oh. Oh, je pensais que c'était quelqu'un qui me parlait. Pour 85 000 à l'heure, c'est 135 km à l'heure. C'est quand même sécuritaire. Là. Les tours sont faites là, pour quelque chose de sécuritaire. Quoique, on va parler plus tard, plus loin dans la présentation, là, avec les changements climatiques qui s'en viennent,
Je pense que tout le monde a vécu des vents assez forts hier soir, hein, avec la tempête puis tout ça, là. Il va en avoir de plus en plus de ça. Fait que 135 km à l'heure. Moi, je me rappelle quand je travaillais au ministère des Transports là, dans les ponts, sur le pont de l'île d'Orléans, on a mis un anémomètre en haut, puis à un moment donné, on a frappé 150 km à l'heure. Marquez bien que là, c'est un couloir de vent, puis tout ça, là. C'est un cas extrême, là, mais c'est pour vous dire qu'avec les changements climatiques, les vents vont devenir plus forts. Fait que quand on va parler du chargement de la tour tout à l'heure, on va voir. Parce que le vent, lui, il agit sur la tour, mais il agit ses antennes aussi. Puis après ça, ben, il y a les haubans qu'on peut mettre après une tour. Là, ça, on verra rapidement là, si votre tour est trop chargé. Bon, des pattes, on les a vus, ils travaillent en compression, en traction. Ça peut être un flambage général, mais le flambage, là, ça va être juste entre deux sets de bracing. Il n'y aura pas un grand flambage de toute la tour, là, oubliez ça. Ça n'arrivera jamais. Il peut avoir, par exemple, du flambage local, c'est le voilement que je vous ai montré tout à l'heure. Là. S'il y a déjà quelque chose qui est amorcé, puis là, la tour est très chargée, bien là, ça va se rempirer. Parce que ce voilement-là, là, regardez, on va revenir un peu ici. Là, hop là, j'ai passé tout droite. Ça ici, là, la tour est affaiblie, mais il reste quand même tout ça en bas hein, qui reprend la charge. Fait que plus ça s'est prononcé, plus c'est affaibli. Fait que si c'est un peu, on ne s'énerve pas avec ça, là, mais sinon, on reprend. Après ça, le contreventement. Le contreventement, c'est les fameux bracings en X là, que vous voyez qui, eux, travaillent en tension compression. Généralement, dans un contreventement, quand on fait un calcul de structure, là, on suppose que celui qui est en traction prend toute la charge, que celui qui est en compression ne travaille pas. Même s'il travaille, là, parce que s'il travaille plus fort, il va flamber, puis dès qu'il a flambé, là, le petit, c'est dans le bracing, là. Vous savez, de la compression, si la compression est trop forte, bien là, il peut y avoir du flambage, mais c'est la traction généralement qui prend ça. Maintenant, ça, c'est bien important parce que, regardez, ne pas fléchir, là, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est que quand vous allez monter la tour, à un moment donné, là, quand vous arrivez en haut de la tour puis vous commencez à installer les antennes, les gens sont là longtemps. Ils ont les deux pieds bien pris dans le bracing, OK? Parce qu'il faut bien que ça cote sur quelque chose. Puis là, le serture, le système de harnais pris après la tour, puis là, ils s'accotent comme il faut, puis ils restent là longtemps, puis des fois, ils forcent. En forçant, là, ils réussissent et ils vont souvent fléchir ces petits bracings-là, ces petits bracings en X-là, ils vont le crocher. Et si vous le crochez, là, bien, vous venez de l'affaiblir. Or, ce petit bracing-là, c'est lui qui empêche, qui reprend toute la torsion dans la tour. Fait qu'une chose que vous pouvez faire, par contre, c'est en redescendant, quand vous en voyez un qui est croche, vous le redressez avec votre main. Ça ne prend pas une grosse force, là. Vous le redressez avec votre main. Puis comme ça, il n'y aura pas de problème. Puis ça, c'est quand même important à souligner. Les connexions. Les connexions, là, dans une tour, là, c'est par friction. Puis l'acétate suivante là, va vous montrer. Le bracing, lui, se fait par contact, puis les boulons neufs à chaque assemblage. Je passe tout de suite à la suivante. Là. Un assemblage par friction, là, c'est ça. C'est que vous avez vos morceaux ici qui sont un morceau de la tour, puis un autre morceau ici. N'est pas obligé d'avoir deux. Celui d'en haut, puis celui d'en bas, il va en avoir qu'un des deux. Là, ça, c'est pas important. Mais le boulon est tellement serré que ce qui empêche ça de se déplacer, c'est il y a des aspérités. L'acier, là, c'est pas comme une peau de fesse. Hein, ça, c'est des aspérités. Puis les aspérités, une comme l'autre, empêchent la friction. Et ça, c'est comme ça que travaille une tour BMX. Si vous n'avez pas cette friction-là, à ce moment-là, puis regardez ici, là, dans le dessin, ils ont montré, là, regardez sur le... Hop là, on remonte de 1. Vous avez un blanc ici là, qui a été dessiné volontairement là, pour montrer là, que ce n'est pas le boulon qui retient les pièces d'acier, c'est vraiment la friction parce que le boulon est assez serré. Des exemples de connexion par contact. Le plus bel exemple que vous avez, c'est un hitch après un char ou un pick-up. Quand vous mettez la boule, là, elle branle, là, elle bouge un peu. Là.
puis vous mettez une pine, puis c'est la pine. Fait que si vous tirez, ça accote sur la pine. Si vous poussez, ça raccote plus loin sur la pine. C'est ça, une connexion par contact. Et ça, c'est le genre d'affaire que vous ne voulez pas avoir dans une tour. Parce que si vous avez des connexions par contact tout le long de la tour, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, avec un vent fort, toute la partie qui est en traction, toutes les pattes vont aller s'accoter sur les boulons. Ça va étirer, ça va s'accoter sur les boulons. L'autre, ça va baisser, puis vous allez avoir une belle tour croche, parce qu'il n'y a pas un vent d'effort pour la ramener, la tour, elle va être croche. Fait que ce qui est bien important, c'est d'avoir un contact par friction. Fait que quand vous serrez, on verra tout à l'heure comment serrer ça, là, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Je pense que c'est même la diapositive suivante. Ouais. Ceux qui achètent une tour usagée, vous avez sûrement entendu dire, ou en tout cas je vous le dis si vous ne l'avez pas entendu, là, ça prend des boulons neufs. Ramassez pas, remontez-la pas avec les boulons que le gars a enlevés là, de sa tour, même si vous les apportez bien gentiment. Là. Rapportez pas ça, parce qu'un boulon, de la façon que ça travaille là, en acier, là, plus vous augmentez, ça ici, là, c'est on augmente la charge dans l'acier, on augmente la charge dans le boulon, puis ça, c'est sa déformation. Il se déforme très peu jusqu'à une certaine valeur qu'on appelle FY. Là. Puis à ce moment-là, là, il se déforme à charge égale. Pour une charge égale, il se déforme sur un certain plateau qu'on appelle le plateau d'attirant. Il se déforme. Puis après ça, si vous continuez à serrer le boulon, ben là, il monte là-dessus, puis il brise. Quand vous avez le gars qui avait monté la tour, la première tour, là, mais quand il a serré ses boulons, vous ne savez pas s'il a serré le boulon en mettant une charge qu'il l'a emmené ici ou là. Oups, excusez, sensible mon affaire. Vous ne savez pas s'il a amené la charge, à quel endroit de cette courbe-là qu'il a amené la charge, fait qu'il n'y a pas de chance à prendre. Parce que si elle est là, vous risquez d'avoir des problèmes. Fait que pour être sûr que vous avez des boulons qui ne sont pas dans cet état-là, puis normalement, remarquez bien que normalement, le gars qui est dans une tour en train de placer le boulon puis de torquer ça, là, tu n'as pas un bras de 3-4 pieds de long là, pour torquer. Là, fait que c'est assez rare que les gens vont monter ici, surtout pour les étages du bas. Parce que les étages du bas, les boulons sont plus gros. Mais plus on monte en haut, surtout si vous faites une tour 68 pieds, là, en haut, là, c'est des tout petits boulons. Puis ça, là, c'est ce qu'on appelle de stripper un boulon. Vous êtes capable de le faire à bras. Fait qu'il faut faire attention que ça soit assez serré pour avoir un contact par friction, mais pas trop serré pour ne pas étirer le boulon inutilement puis l'affaiblir. Maintenant, si je reviens à l'acétate précédente, cette friction-là ici, qui est à. Si vous, puis ça, je vous le dis pour quelqu'un qui achète une vieille tour, on parlera de la cosmétique d'une tour tout à l'heure, mais si vous peinturez la tour avant de l'assembler, pour aucune considération, il doit y avoir de la peinture ici, là où sont les connexions. Vous pouvez en mettre partout ailleurs, mais pas là. Parce que si vous mettez de la peinture ici, vous devez enlever toute la capacité de friction. Puis là, vous allez arriver avec un assemblage par contact. Puis l'assemblage par contact, bien, ce morceau-là ici, ces morceaux-là ici, quand ça va tirer, bien, ils vont se déplacer vers la gauche. Puis celui-là, il va se déplacer vers la droite. Puis là, c'est comme si votre patte avait rallongé un peu. Mais comme il y en a une à tous les 8 pieds de ça, bien, à un moment donné, la tour va finir par être croche. Fait que, bien important, ne pas peinturer les connexions si vous achetez une tour usagée. Si vous achetez une tour neuve, il n'y a pas de problème. Bon, la corrosion. Ça ici, là, vous voyez cette corrosion-là, ça c'est la corrosion que dans une tour qui a 33 ans. C'est le boulon qui a corrodé en haut. Fait que, est-ce que c'est grave? On va aller à l'acétate suivante. Les tours arrivent, sont galvanisées. La galvanisation dans une tour, il y a différentes couches de galvanisation. Parce que c'est galvanisé à chaud dans un bain à chaud. Là. Bon, il y a la couche état en haut qui est du zinc pur. Ça, là, c'est la belle tour neuve qui arrive, qui est toute brillante, puis tout ça, c'est le zinc qu'on voit, il est beau, 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 là. Ça dure un certain temps, mais pas plus qu'il faut. Après ça, on arrive à la couche d'état. Là, il y a 94% de zinc, mais le restant, c'est de l'acier. OK? Et ça, quand le zinc se sacrifie pour l'acier, bien, à un moment donné, l'acier, elle va se mettre
à rouiller, à corroder un peu. Puis là, c'est ce qui fait la coulisse brune là, que vous voyez. Mais après ça, vous avez encore la couche delta qui a 90% de zinc intermédiaire. Après ça, vous avez la couche gamma qui a 70% de zinc. Puis finalement, vous avez votre fer pur. Mais du fer pur, là, il faut savoir que 1 mm de fer pur qui rouille, ça fait 6 mm d'épais de rouille. Fait que c'est rare que vous allez voir 6 mm d'épais de rouille sur une tour. Fait que c'est tout le temps le petit peu d'acier. Marquez bien, là, je vous ai montré une tour de 33 ans. J'en ai jamais montré une de 100 ans, j'en ai pas vu. Mais c'est quand même, je pense qu'au bout de 100 ans, ça ne serait pas tellement la rouille que la fatigue qui pourrait venir à bout d'une tour. On continue. Si vous avez une tour de seconde main, puis vous voulez c'est-à-dire, elle est assemblée, vous avez une tour, puis ça fait longtemps que vous l'avez, puis vous n'aimez pas ça, là, vous trouvez ça pas beau, là, votre femme elle trouve que c'est pas beau, là. Fait que, il y a moyen de peinturer ça. Si la tour, vous la recevez d'un ami, puis c'est une tour qui a un certain âge, puis tout ça, moi, je vous conseille de la repeinturer au complet avec une peinture riche en zinc, qui est celle-là. Là, ça n'est pas donné, là, c'est 138 piastres que ça vaut, le gallon. Puis, mais vous peinturez surtout pas les connexions. OK? On s'entend. Par contre, si c'est une tour qui est déjà montée, puis c'est juste une question d'esthétique, d'apparence, bien là, vous pouvez acheter la peinture galvanisée en spray. Vous montez dans la tour. Je vous conseille de commencer par en haut en descendant par en bas si vous ne voulez pas vous peinturer en haut de la tour. Puis des sprays dessus. Mais ça a des chances de faire un petit peu moustaché, là. J'ai déjà fait ça. Au point de vue apparence, mais toute peinturer une tour, pris à une tour érigée, puis monter avec un pinceau puis un galon de peinture, puis après ça, faire des trois bords pour l'intérieur des pattes, ça, c'est impossible à faire quand ça se fait sur la terre. Fait que c'est ça, c'est de la galvanisation. C'est sûr que c'est 48 piastres de la canette, là. Fait que vous pouvez en mettre tant que vous voulez de la galvanisation comme ça, mais ça revient assez dispendieux. Fait que, mais ça, c'est pour une question d'esthétique. La base en béton armé, elle, c'est importante. Bon, vous avez probablement vu des fois dans des travaux de construction, là, des bases qui sont armées, fait que les ancrages là, pour les colonnes d'acier, tout ça, c'est comme la forme d'un J, puis ça a un pied ou deux de long, puis c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'armature dans la base. Puis là, le béton est tout pris avec cette armature-là. Puis l'ancrage, bien, s'il tire, il va monter toute la tour. Mais ce n'est pas notre cas. Nous autres, on ne va pas armer nos tours. Là. Vous pouvez le faire si vous voulez, là, mais ce n'est pas nécessaire. Fait que nous autres, c'est des tours, des passes de béton non armées. Le poids, ce n'est pas un facteur important. J'ai souvent entendu dire, moi, hey, j'ai fait ma tour, puis hey, ça pèse 10 tonnes le bloc en bas, il n'y a rien qui va bouger avec ça. C'est pas ça qui retient la tour, le 10 tonnes. C'est pas ça du tout. On va le voir dans 2 minutes. C'est que ce qui... écoutez, je vais vous finir cette tête, c'est que si vous êtes dans un sol non remanié, un sol rigide, un argile rigide, un sol rigide, vous creusez votre tour, vous coulez directement dans le trou. OK? Sauf en haut, il va y avoir un petit coffrage, on va le voir tout à l'heure, pour que la partie extérieure, ça soit beau, là, que ça soit pas, ça n'a pas l'air d'une bavure. Là. Mais si c'est du sable ou quelque chose de mou, ben là, il va falloir travailler. On va voir tout à l'heure quoi faire. La profondeur de gel au Québec, c'est 5 pieds. Fait que allez pas en bas de 5 pieds pour la base de votre tour, en bas de 5 pieds. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des problèmes, mais c'est risqué. Restez en bas de 5 pieds. Allez plus creux que 5 pieds et plus. Le béton, on vous recommande du béton 25 MPa avec 6 d'air entraîné. C'est quoi cette affaire-là? Puis le dessus drainant, vous le faites un peu encore quand vous allez le flatter pour que l'eau ne reste pas dessus. Bon, du béton 25 l'air entraîné, ça sert à quoi là-dedans? L'air entraîné, ça crée une foule de micro-bulles dans le béton.
Et le béton, c'est quand même pas quelque chose de parfaitement imperméable. Fait que pendant l'été, il pleut, puis ça, puis il y a de l'humidité dans le béton. Puis quand il gèle l'hiver, bien, cette humidité-là, ça gonfle. Bien, les petites bulles d'air, l'eau s'en va dans ces bulles-là, fait que ça empêche le béton de fissurer. D'où l'importance du béton à 6 d'air entraîné. Maintenant, du béton, si vous faites une clôture, puis vous plantez des piquets de clôture, puis vous pouvez vous faire du béton, là, la formule du béton, là, grosso modo, là, c'est 1, 2, 3. Un poids de béton pour 2 poids de gravier, puis 3 poids de pierre. 1, 2, 3 le principe. Puis en proportion. Puis après ça, pour l'eau à mettre là-dedans, là, pas plus que 45 %. Le poids de l'eau ne doit pas être plus grand que 45 % du poids du béton. Puis en plus, bien là, vous prenez du savon à vaisselle, prenez un bouchon de savon à vaisselle, puis versez ça là-dedans, puis brassez-les comme il faut. Fait que c'est ça que ça va faire vos petites bulles dedans d'air entraîné. Mais ça ne sera jamais bon comme un béton que vous allez acheter parce que vous allez faire venir. Il y a des petits, ils appellent ça des mini-mix, là, des petits camions de béton, là, parce qu'une base de béton là, comme ça, là, c'est 1 mètre 3/4 de béton, c'est 2 mètres cubes. 2 mètres cubes, vous commandez 2 mètres cubes de béton. Parce que les agrégats, si c'est des agrégats qui sont sujets à il y a des agrégats qui gonflent avec le temps, puis ça fait fissurer le béton, tout ça. Tandis que ceux qui font des plans de béton, ils s'assurent que leur agrégat n'est pas sujet à ça. Fait que moi, ce serait un conseil que je vous donnerais plutôt que de mélanger votre propre béton, là. Faites venir un petit camion. Puis pas de ground avec les pattes. Il ne faut pas que les pattes dépassent du bloc de béton puis touchent à la terre. Parce que s'il y a un éclair, ce que vous ne souhaitez pas, qui arrive sur votre tour, si la tour est groundée par les pattes, l'éclair va passer par les pattes, puis quand elle va passer par les pattes, ça va faire éclater votre base de béton. Puis là, vous avez un gros problème. Fait qu'il faut, c'est absolument important que les pattes ne se rendent pas jusqu'en bas. Fait que, mais si vous avez votre base de béton au moins 5 pieds de profond, là, ben, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai une question, Guy. Juste Oui. le 5 pieds, j'ai mal compris s'il fallait que ce soit plus que 5 pieds de creux ou moins que 5 pieds. Non, c'est 5 pieds et plus. OK, merci. C'est 5 pieds et plus, mais à Québec, 5 pieds, là, normalement. Puis surtout, regardez ici, moi, c'est pareil, c'est pas une photo de chez nous, ça. Mais c'est probablement pareil ici. Le gars, sa tour n'est pas loin de la maison, pas loin du carré de la cave. La cave est chauffée, fait que, tu sais, c'est froid, là, mais c'est pas si froid que ça, là. Fait que, mais c'est 5 pieds et plus. Vous pouvez aller à 6 pieds, là. Mais quand vous creusez une chose avec 2 pelles de même, là, rendu à 5 pieds, vous êtes tanné généralement. Fait que, OK, attendez, je reviens en arrière. Oups, pas trop. Ouais. Pas de grande avec les pattes. Bon. Ça, pour faire votre tour, la base de votre tour, tout à l'heure, j'ai un dessin qui est bien mal fait, mais qui explique aussi, là, c'est de faire un petit cadre en haut. Vous creusez votre trou, là, mais vous commencez par un petit cadre ici, puis vous allez remplir le béton jusqu'à la surface de ce cadre-là pour que, vu de l'extérieur, ça soit quelque chose de propre, de beau, là. Sinon, si votre sol là, que vous allez creuser, là, il va y avoir des bosses, des trous, des pièges, des roches que vous allez enlever de là, ça va faire un trou. Fait que ça va. Mais au moins le haut va être beau. Bon, ça, c'est le mauvais dessin que je vous disais tout à l'heure, là. C'est que pour faire ça, généralement, là, c'est qu'on prend la première section de la tour, on pose ses pattes après. Ce qui est important, les tours DMX, quand ils arrivent là, avec ces pattes, là, il y a des trous en bas. Là, vous mettez un boulon le plus long possible ici dans chaque patte pour, si vous voulez, la retenir après le béton. Vous, ici, là, vous mettez des blocs comme ça. Ça, c'est ce qui est en brun ici en bas, là, c'est votre cadre là, pour que ça soit beau. Ça, c'est votre tour. Puis la tour, là, est supportée par un 2x4 ici ou 2x4 sur des blocs de bois, là. Et c'est là que vous alignez la tour pour qu'elle soit bien droite. Puis vous arrangez pour que ça soit solide, parce qu'après ça, vous allez couler le béton, là, tout ça va être en place, vous allez couler le béton, là, si on revient à la setup précédente, la tour est là, vous allez couler le béton autour, puis vous allez
le pacter avec soit une pelle ou un 2x4 ou n'importe quoi là, pour qu'il se place comme il faut. Fait que c'est ça. Puis ce que je vous disais, il ne faut pas que les pattes dépassent. Ça, c'est le bloc de béton là, en noir. OK? Il ne faut pas que les pattes dépassent ça. Ça prend au moins. Si vous faites 5 pieds, là, il n'y a pas de danger. Là, vous avez une couverture assez grande de béton. Fait que c'est pas groundé. On parlera de ground tout à l'heure. Bon. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un sol remanié ou d'un argile raide. Bon, le dessin ici est pas beau, là, mais si vous creusez puis vous avez des belles parois qui se tiennent, même s'ils sont un peu n'importe comment, mais qui se tiennent là, comme ça. Mais quand vous allez couler de béton, là, OK, en haut, il va y avoir juste ce qui est dans le brun, là, qui va avoir du béton, mais après ça, ici, là, tout ça, là, ça va tout se remplir de béton. Bien plein, puis ça va aller s'accoter là-dessus. Fait que ça, quand vous avez un argile raide, quelque chose qui se tient, là, c'est sûr que si vous faites votre base, puis que c'est juste 3 semaines après que vous voulez la couler, là, peut-être que ça va avoir commencé à couper de même, puis là, c'est pas ça que vous voulez. Fait que c'est important qu'une fois que vous avez installé votre taux, puis tout ça, là, que si vous faites ça le matin, idéalement l'après-midi, là, vous la coulez, ou si vous faites ça le soir, ben, le lendemain matin, vous la coulez pour que si les parois sont rigides. Mais si les parois ne sont pas rigides, c'est du sable puis tout ça, vous avez des parois comme ça, là, à ce moment-là, une fois que votre béton est fait, une fois que votre béton est durci, du béton, là, durci, d'abord, quand vous allez couler la première section de la tour, puis votre béton comme ça, là, vous ne touchez pas à ça, minimum 3 jours, idéalement 7 jours. OK? Puis un béton, il a toute sa force à 28 jours. Mais à 7 jours, là, il y a déjà 85 de sa force, puis pour tenir la tour, ça va être assez. Mais minimum 3 jours au cas où ça sera. Vous voulez qu'il soit bien pris. Là, après ça, vous allez remplir ça, les côtés, si c'est un sol mou, là, du sable, puis tout ça, vous allez remplir les côtés ici, puis vous allez compacter ça bien dur. Compacter contre le mur de béton. OK? Bien dur parce qu'on va voir un petit peu plus loin là, comment qu'elle travaille cette base-là. Et c'est important que ici, là, ça soit très ferme. Ça. Si c'était déjà un sol ferme, bon, ben, le béton est rendu jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est du sable là, qui est comme ça, là, en diagonale, ben là, il faut tout remplir ça. Idéalement, pas avec du sable, idéalement avec de la pierre concassée, je ne sais pas, du 0,5. Là. Vous mettez ça, puis vous en mettez une couche, puis vous compactez, une autre couche, vous compactez, une autre couche, vous compactez, pour que ça soit bien à côté sur la base. Parce que voici comment ça travaille une base. Quelles sont les forces sur la base? Ça, c'est une force horizontale. Le vent qui pousse sa tour, ben, elle ne se déplacera pas horizontalement, là, mais c'est quand même une force horizontale comme ça sur la tour. Vous avez le poids de la tour, puis des antennes, puis peut-être du verglas, puis tout ça qui est par en haut. Et vous avez l'effet du vent sur la tour qui veut la jeter à terre, si vous voulez. Fait que ça ici, là, pour compenser ces 3 forces-là ici, vous avez en bas, ici, une force. Ceux là, en haut de ce ligne-là, ici, c'est le poids de la tour que ça te prend. Puis ça ici, le restant, puis ça ici, là, c'est le vent, la force du vent. C'est que la tour, là, sa force là, à la base de béton, c'est qu'elle vient s'accoter là-dessus, puis elle ne peut pas se déplacer. C'est ça qui fait la force d'une base. Si vous mettiez une base de béton comme ça sur votre patio, là, vous réussissez, vous la sortez, puis vous la mettez sur votre patio, là, puis ils vendent bien fort, bien votre tour va tomber sur le côté. Ce qui retient la tour, là, c'est le sol ici qui agit sur le béton. Puis c'est ce qui l'empêche de caler, là, c'est le sol en bas. Fait que votre sol en bas, là, il faut qu'il soit non remanié aussi. Sinon, vous mettez du 0,3/4, vous le compactez pour que ça soit bien à côté. Ça, c'est une fantaisie que les tours DMX recommandent. Ouais, c'est pas méchant, là. C'est d'aller en pointe, de creuser un petit peu comme ça. Fait que ça, c'est les 3 pattes de votre tour avec les boulons. Oubliez de mettre le boulon après celui du centre, là, mais ça y prend un boulon lui aussi. Puis ça, c'est les forces qui agissent sur votre tour. C'est le sol qui retient le bloc de béton et non pas le bloc de béton qui retient la tour. Bon,
Quelle grosseur la base? Dépendamment, si vous faites une DMX 28, là, faites une tour de 28 pieds, là, ben 33 pouces par 33 pouces, c'est assez. Là. Mais si vous allez dans du 48, 48 pouces, 44 pieds, je veux dire, de tour, excusez-moi, 48 pieds de tour, mais c'est au moins 43 ou 46. Moi, je recommande 46. Il y a un proverbe qui dit trop fort n'a jamais lâché. Là. Fait que gênez-vous pas là, pour la différence de prix. Là. Vous pouvez la faire un petit peu plus grande. Puis à ce moment-là, vous pouvez être sûr que votre base de béton est assez grande pour avoir une surface assez grande pour aller s'accoter sur le sol. Fait que ça, c'est vos dimensions de base. Tout à l'heure, au tout début de la présentation, je parlais, là, bon, idéalement, là, une tour, il faudrait que ça soit placé de même par rapport au vent dominant. Comme ici, là, c'est des vents d'ouest en est, là, puis les plus forts, c'est d'est en ouest. Mais là, écoutez, placer une tour en fonction des vents dominants, ça va faire une tour placée tout croche. Bien souvent, on veut qu'il y ait un côté de la tour qui soit parallèle à la maison, là, puis c'est sûrement correct. Mais quand il y a du vent comme ça, vous voyez ce que j'expliquais au début, ce que j'essayais d'expliquer, là, c'est que la patte qui est là, la tour elle veut s'en aller vers la droite, là, fait que la patte qui est là est en traction. Puis l'acier, c'est fort en traction. Puis, pour prendre la compression, ils sont deux. Les deux autres pattes reprennent la compression. Bon, si votre tour, le côté est parallèle à la maison, là, c'est que vous allez avoir une patte qui est sûre qui va être en traction, puis une autre patte qui va être un petit peu en traction, fait que ça ne sera pas super, la compression va pouvoir se prendre ici. Fait que ça, c'est pour la tour. Puis, comme je vous dis, un triangle est une figure indéformable. Mais qu'est-ce qui rend indéformable? C'est les côtés. OK? Puis les trois côtés, là, c'est ce qu'il y a de plus fragile, là. C'est les petits bracings qui sont tout petits. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas les maganer, ces petits bracings-là. Puis si pour une raison, le bracing est. Si pour une raison, le bracing est courbé un peu, ben en redescendant en bas de la tour, là, redressez-les pour que ça soit droit, pour qu'ils prennent ça. Bien que, encore là, trop fort n'a jamais lâché, c'est que le bracing, généralement, le contreventement en X, on calcule, quand un ingénieur calcule du contreventement, il calcule que seule la partie en traction fonctionne, que la partie en compression ne fonctionne pas. Puis, pour un bracing qui sera courbé, ben, en traction, il est aussi fort que s'il est à droite. Mais, on met toutes les chances de notre côté. OK. Comment faire? Quand vous mettez votre tour là, sur vous vous rappelez mon dessin tout à l'heure, je retourne en arrière, mon dessin qui était bien lettre, là. Ici, là, qu'on installait tout ça, là, puis on s'arrangeait pour que personne n'ait le touché à la tour, puis là, on coulait le béton. Bien là, il faut que la tour soit droite. Vous ne voulez pas que la tour soit croche, parce que là, ça paraît. Regardez, celle-là est croche, là, puis ça paraît encore colline. Fait que, pour qu'une tour soit droite comme ça, une DMX, vous prenez un niveau à main de 24 pouces, généralement, puis à 22 pouces du bout, vous mettez un petit spacer d'un quart de pouce, OK? Que vous attachez avec du tape ou n'importe quoi, là. Puis là, vous essayez ça sur chaque patte. Puis là, avec le 1 quart de pouce, comme les pattes s'en vont de même, à 1 quart de pouce, si les pattes sont bien dans le bon angle, là, à ce moment-là, votre niveau va marquer que c'est parfaitement vertical. Tu sais, la bulle dans le niveau en haut, là, elle va être en plein centre, là, comme ça. Puis là, vous faites ça pour chaque patte, puis vous le tassez, vous jouez avec vos blocs, tout ça, pour que la tour soit bien droite. Puis une fois qu'il est coulé, le béton, dès que le gars a fini de couler, que vous l'avez placé, vous refaites ça, parce qu'à la limite, là, vous pourriez pousser un petit peu sa tour pour la redresser. OK, à bras. Fait que ça, c'est la façon de vous assurer. Puis c'est bien important que les trois pattes soient droites parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de regarder pendant 20 ans de temps la tour dans votre cour qui est croche. Fait que je pense que vous ne voudriez pas avoir une tour croche comme celle-là dans votre cour. OK. L'assemblage d'une tour.
L'assemblage, ça peut se faire à 2 hommes ou à 3 hommes. Ça ici, c'est le cas de 2 hommes. Pour 2 hommes, je vais juste aller à l'acétate suivante, puis je reviens après. Ça, c'est ce qu'on appelle une gin pole. C'est un tuyau en acier qui a au moins 15 pieds de long par 1 pouce 3/4. En haut, il y a une poulie. Puis il y a des pattes de soudé ici, comme ça. Des pattes de même qui vont. Puis là, je reviens en arrière. Les pattes de la gin pole s'accrochent après les agrafes de gin pole après les pattes de la tour. OK? Ils s'accotent là sur. Ils s'accotent après les pattes de la tour ou après le bracing, comme vous voulez. Puis là, vous avez la poulie en haut avec un câble. Fait que vous descendez le câble, vous attachez la section, puis votre chum qui est en bas, ben, il tire dessus. Vous pouvez même l'aider comme lui fait. Là, la tour monte. Vous êtes monté dans la tour, vous êtes bien attaché. Là, vous installez la tour. Maintenant, quand vous descendez les pattes, il y a des petits stops là, d'installer d'avance dans un tour DMX. Fait qu'il faut que les 3 pattes soient bien à côté sur ces stops-là. Puis là, vous mettez vos boulons, puis vous les serrez à bras. Vous les serrez très solidement. Fait que ça, c'est le montage à 2 avec une gin pole. Le problème avec la gin pole, c'est que je vais aller tout de suite à gin pole, puis on reviendra. C'est que tout ça, là, un tuyau là, de 15 pieds par 1 pouce 3/4 là, par 16 gauges, là, puis avec ces braquettes-là, puis tout ça, ben c'est pesant. C'est pesant. Fait que pour le gars qui est dans le tour, quand il s'agit, une fois qu'il a posé sa section de tour, qu'il l'a bien boulonné, bien serré, tout ça, bien là, il faut qu'il grimpe, puis après ça, il faut qu'il remonte ça, qu'il remonte le gin pole, puis le réinstaller dans la section plus haut. C'est assez pesant, c'est assez dur. Pour une personne toute seule, là, ça prend quelqu'un qui a moins de 70 ans. Moi, je l'ai fait tout seul, là, mais je vous jure que j'étais pas mal plus jeune. Fait que ça, c'est pour le gin pole. Je reviens à celui-là. Fait que c'est l'avantage de à 2. À 3, comment ça se fait? Ben là, vous avez toujours votre bonhomme en bas, mais vous avez 2 bonhommes dans la tour, mais pas de gin pole. Fait que là, c'est qu'un des deux, là, envoie la corde à celui d'en bas, il attache une section, il y en a un qui monte, parce qu'une section, c'est pas si pesant que ça, là. Il y a une section, il monte la section, puis là, à 2, ils apprennent, une fois que la section est rendue assez haute, là, bien là, les deux la prennent avec leurs mains et puis la mettent en place. À 3, c'est la façon peut-être la plus facile et la plus rapide de faire ça. Mais si vous êtes un 2, la gin pole, là, c'est parfait. Bon, si jamais vous montez, on va en reparler tout à l'heure, là. Mais si jamais vous montez, pour des raisons X, Y, Z, vous voulez une tour de 66 pieds, puis vous mettez plein d'antennes en haut de la tour, bien là, peut-être que ça serait bon de mettre des haubans. Puis là, DMX vend des choses spéciales là, pour les haubans qui s'accrochent après les boulons des choses, puis avec des ancrages pour des haubans que vous pouvez placer. Maintenant, les haubans, il faut faire attention. Plus ils sont par en bas, comme ça, là, si vous voulez, plus ils mettent de la charge dans la tour, mais ils ne retiennent pas beaucoup latéralement. Puis plus ils sont horizontales, plus ils sont merveilleux pour empêcher la tour pour combattre le vent, sauf que le haubin est peut-être rendu dans la cour du voisin. Fait que c'est. Mais on va parler tout à l'heure du chargement d'une tour. Là. Puis charger une tour, avoir besoin de charger une tour au point d'être obligé de mettre des haubans, moi, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais de faire. OK. La base de béton. Si vous faites une base de béton, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec du beau béton 25 MPa, 6% d'air entraîné, puis un beau cadre de bois, puis tout ça, bien, au bout de 33 ans, votre base de béton va avoir l'air de ça. Qui est quand même pas si mal. Puis même si j'aurais pu, mais j'étais trop sans cœur, mais si j'avais pris ma machine à pression, puis je l'avais passé dessus avant là, de prendre la photo, ça aurait été bien plus beau. Par contre,
Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas que les pattes dépassent dans la terre pour ne pas servir de paratonnerre. Fait que ce que je conseille, c'est, c'est-à-dire, eux conseillent grounder au moins une patte. Avec un câble de batterie, là, vous groundez une patte, puis ça, c'est une tige de ground de 8 pieds là, que vous plantez. Maintenant, comme je vous dis, trop fort, on n'a jamais lâché, fait que j'ai un ground ici, puis un ground là. Et ici, c'est aussi un ground parce qu'il est rattaché à une pin là, mais le fil continue, il est rattaché à une autre pin, puis juste avant de rentrer dans la maison, puis c'est mon ground pour toutes les radios. Fait que la tour, chaque patte est groundée. Fait que comme ça, vous avez de la sécurité parce que vous devez connaître le principe du paratonnerre. Hein. Un paratonnerre, là, c'est pas quelque chose qui permet de faire un chemin pour le tonnerre pour l'amener au sol. C'est un chemin pour prendre les ions négatifs du sol et les envoyer dans le haut de la tour. Puis le haut de la tour, vous avez déjà dû entendre parler des feux Saint-Elme dans les bateaux. Là. C'est par l'effet de pointe, là, ça se décharge. Fait que tous les ions négatifs, les électrons, si vous voulez, se déchargent par le haut de la tour, de telle sorte que le tonnerre, n'ayant plus d'ions négatifs ici, il n'est pas attiré. Le tonnerre n'est pas attiré là. Fait que c'est ça le principe d'un paratonnerre. Fait que, par contre, il faut que le chemin des ions se fasse facilement, là, parce qu'un tonnerre qui frappe une tour, un tonnerre, là, c'est quelque chose dans le genre 60 à 100 000 ampères. Fait que, imaginez-vous que ce câble-là, à 60 000 ampères, il ne tiendra pas. Hein. Fait que, puis votre taux, vous allez avoir un gros problème. Fait que c'est beaucoup plus pour décharger. Fait qu'en faisant ça, d'après la théorie, puis si vos voisins vous posent des questions, vous dites, vous allez attirer le tonnerre. À partir du haut de votre tour, imaginez un cône de 45 degrés. Vous protégez tout ce qui est à l'intérieur de ce cône de 45 degrés-là. Fait que, à la limite, vous protégez votre maison. Puis si le voisin est bien proche, bien, vous le protégez aussi. Fait que ça va pour la mise à la terre. Puis là, c'est bien beau tout ça, mais on va faire un projet parce que là, c'est comment charger une tour. Je vais vous donner un exemple ici. Là. Vous avez une tour de 48 pieds. Dans la tour de 48 pieds, en haut de la tour de 48 pieds, dans la tour de 48 pieds, vous voulez installer une antenne omnidirectionnelle de double bande. OK? Puis là, ce qui est bien important quand vous achetez une antenne d'un chum et tout ça, là, si vous l'achetez directement du fournisseur, quand arrive le papier, une des premières choses qui est marquée, c'est la surface exposée au vent de l'antenne. Et ça, c'est une valeur extrêmement importante. Si vous achetez une tour, quelqu'un vous donne une tour, pas une tour, mais des antennes, à ce moment-là, allez sur Internet pour trouver sa surface exposée au vent. Parce que ça, c'est bien important. Fait que une antenne omnidirectionnelle, là, double, ça 0,3 pieds carrés. C'est pas si mal. Un beam VHF 13 éléments, 1,8 pieds carrés. Un beam HF 5 éléments, 7,5 pieds carrés, parce que HF, les éléments sont plus longs. Après ça, pour tenir tout ça, vous êtes obligé de mettre un tuyau dans votre tour. Fait qu'un tuyau de 20 pieds pour pouvoir, parce que vous ne voulez pas toutes les antennes se touchent, là. Fait qu'un tuyau de 20 pieds de 2 pouces à 2 pieds carrés. Après ça, dans le tour, vous voulez aussi installer une antenne de 2 mètres pour l'APRS, 0,5 pieds carrés. Puis vous voulez installer une antenne, une dipôle 40-80 mètres en V inversé. Puis en plus, vous voulez installer une antenne discount pour un scanner. OK? Fait que vous voulez installer tout ça. Fait qu'on regarde ce que ça donne. Vous allez commencer par mettre votre antenne omnidirectionnelle en haut de la tour. Fait qu'elle, elle va être à 60 pieds de haut. OK? Après ça, votre beam 13 éléments pour le VHF, il est à 54 pieds de haut. Après ça, votre beam ordinaire, votre beam HF, lui, il est à 50 pieds de haut. Puis après ça, vos autres discombes, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre des tuyaux comme ça, puis de monter un frame, puis là, mettre
une antenne ici, là, mettons, pour l'APRS, puis un discone ici, ou bien non, une autre antenne, là, si vous voulez mettre, je ne sais pas, moi, le fusion ou quelque chose comme ça, là, parce que j'avais plusieurs radios. Fait que ceux-là, mettons, est à 25 pieds. Puis là, attendez, je vais aller voir ma prochaine acétate juste pour. OK. Là, le vent pousse tout ça à raison de 40 livres par pied carré. Vous êtes d'accord avec moi que plus le vent pousse en haut, plus ça force en bas de la tour, ça veut faire pencher la tour par en bas. OK? Fait que plus l'effort dans la tour là, est en bas. Fait qu'on va calculer l'effort. Ces tours-là, quand tu achètes une tour de DMX comme ça, dépendamment de la hauteur et du nombre d'éléments, on te dit pour 85 km 1000 à l'heure, quelle est la surface au vent que la tour peut prendre. Elle le prend avec un facteur de sécurité, remarquez bien. Mais avec un facteur de sécurité, fait que ça va vous donner, pour la tour, il vous donne tout, je vais vous montrer le tableau tout à l'heure, pour les différentes hauteurs de tour, quelle est la surface exposée au vent qu'une tour peut prendre de façon, une tour DMX peut prendre de façon sécuritaire. Fait que là, on va reprendre chacun de ces éléments-là. Le tour omnidirectionnel à 0,3 pieds carrés à 60 pieds de ce qu'on fait, on multiplie. Là, c'est une question de moment en pieds cubes. Rappelez-vous de la formule. Là. Vous multipliez l'aire de l'antenne, multiplié par sa hauteur en pieds. Ça donne 18 pieds cubes. Ben, OK, des pieds carrés multipliés par des pieds, ça fait des pieds cubes. Après ça, votre beam VHF, qui a 1,8 pieds carrés de surface au vent qu'on a vu tout à l'heure, lui, il est à 55 pieds de hauteur. Parce que moins il est haut, moins il travaille, il crée un moment dans la base de la tour. Fait que 1,8 par 55, ça fait 99 pieds cubes. Votre beam, celui-là, par exemple, il a 7,5 pieds carrés, il est à 50 pieds de hauteur, 225 pieds cubes. Après ça, votre Omni APRS, là, ben elle est en plein milieu de la tour, elle est à 30 pieds seulement. Fait que 0,5 par 30, ça fait 15 pieds cubes. Votre discount qui est tout petit, qui est à 25 pieds parce qu'il est un peu plus bas, 5 pieds cubes. Puis votre dipôle 40-80, là, on pourrait quasiment négliger, mais mettons que c'est 0,1 pied carré à 50 pieds, ça fait 5 pieds cubes. Vous avez votre tuyau, le vent agit sur le tuyau, qui est à 2 pieds carrés de surface à 54 pieds, ça fait 108 pieds carrés. Quand on additionne tout ça, là, pas carré, mais pieds cubes, excusez, ça donne 475 pieds cubes. Bon, ça, c'est le moment qui agit sur la base de la tour. Fait qu'allons voir maintenant. Et attends, il y a une question de Jean-Luc Boivin aussi. Oui. Oui, Guy, c'est ça. Je pense que tu en viens à ça. Le moment, là, dans le fond, c'est indiqué en pieds cubes, je crois, oui. Oui. Dans le fond, c'est quoi comment je dirais bien ça, versus la capacité en pieds carrés, autrement dit, en hauteur. Peut-être que je suis trop de bonheur dans ma question. Là, je pense que tu as introduit ma prochaine acétate. OK. Bon, OK. S'il y a de quoi, je reposerai une question. Oui. Regarde, bon, ben là, c'est celle-là, vous l'avez vu tout à l'heure, les différents DMX là, que c'est. Là. Bon. Les différentes DMX sont capables, on a dit qu'ils sont capables de prendre. Oh mon Dieu, je ne répète plus. Ah oui, la surface. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en surface? Une DMX 64, là, à 64 pieds, tout ce qu'elle peut prendre, c'est 3 pieds carrés d'antenne. OK? Il ne faut pas que les antennes aient plus que 3 pieds carrés de surface exposée au vent. La 56, qui comprend les taux de 1 à 7, c'est aussi 3 pieds carrés. La 48, c'est aussi 3 pieds carrés. La DMX 48. La DMX 40, mais ça, vous vous rappelez, c'est les petits bouts là, les plus minces là, de la tour, les derniers en haut. Mais là, quand on se met à aller en bas, par exemple, une DMX HD de 48 pieds de haut, c'est les sections 3 à 8 à ce moment-là. Ça peut prendre 9 pieds carrés de surface de vent.
Fait que là, 9 pieds carrés, c'est là qu'arrive le show. Ce qu'on va faire, là, 9 pieds carrés à 48 pieds, ça fait combien de moments? Quel moment que ça fait, ça? 9 pieds carrés à 48 pieds, ici, ça donne 432 pieds cubes. Puis là, mon 432 pieds cubes, c'est lui que je dois comparer à mon 475 que j'ai calculé tout à l'heure. Fait que vous voyez que ma tour est en surcharge par rapport au facteur de sécurité prévu par DMX. La tour est en surcharge, il y a trop d'antennes là-dedans. Fait que, parce qu'une DMX HD peut prendre seulement 432 pieds cubes, soit 9 pieds carrés de surface exposée au vent. C'est eux autres qui donnent ça, cette information-là. 48 pieds de haut, 9 fois 48, 432. Puis tout à l'heure, quand vous avez fait toutes vos multiplications, vous êtes arrivé à 475. Fait que vous avez un dépassement de 10 %. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, 10 j'ai jamais calculé une tour DMX, mais j'ai vu tellement de choses calculées dans la vie. D'habitude, le facteur de sécurité, là, c'est beaucoup plus que 10 Je vous donne des exemples. Là. Un pont là, pour la charge vive, c'est 1,7 fois le poids de la charge vive qu'il est capable de prendre. 1,2 fois la charge morte. Les câbles d'un pont suspendu, le câble principal il est capable de prendre 10 fois plus que ce qu'on y demande. Les suspendre, c'est 5 fois. Fait que c'est ça, les facteurs de sécurité. Fait que dans une tour, je ne sais pas c'est quoi les tours BMX, le facteur de sécurité, mais c'est sûrement plus que 10 c'est probablement 1,5. Fait que, disons que c'est ça. Mais il y a quand même 3 solutions possibles. C'est que soit on prend une tour DMX 40 à la place, parce que si on revient au précédent, la DMX 40, elle est capable de prendre 480 pieds carrés puis 475. Et moi, là, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est ma tour. Là. Si j'avais à recommencer, là, je prendrais 40 pieds au lieu de 48. D'abord, c'est... j'avoue, là, quand moi, je reste dans un quartier résidentiel, tous mes voisins sont bien gentils, il n'y a jamais personne qui s'est plaint, mais quand quelqu'un rentre dans ma rue, c'est facile. Regarde, c'est la maison avec la tour là-bas, parce que c'est la première chose que tu vois quand tu arrives dans la tour. Fait qu'à 40 pieds, c'est plus discret un peu. Puis, en plus de ça, avec les vents de plus en plus forts qu'on a, comme je vous disais tout à l'heure, trop fort, on n'a jamais lâché. Fait que si c'était à recommencer, moi, il faut vraiment en avoir besoin là, pour aller à 56, 64 puis 64 pieds. Fait que, puis l'autre, fait que ce qu'on peut faire, c'est ça. Installer des hauts bancs. Mais ça, c'est vraiment, là, dans mon cas, là, c'est vraiment pas nécessaire. Mais si vous dépassez vraiment, mais par vraiment beaucoup, ben, on peut installer des hauts bancs, puis là, ça vient de renforcer la tour énormément. En autant que les haubans sont quand même assez ouverts. Si les haubans descendent puis ils vont accrocher juste à 5 pieds de la base de la tour, là, ça aide pas beaucoup. Ou bien là, on place le beam, puis ça, c'est affaire, on place le beam à chef de travers au vent dominant. Parce que on vous donne quand vous achetez un beam, on vous donne la surface exposée au vent quand il est directement perpendiculaire au vent, puis quand il y a le nez dans le vent. Un beam VHF, c'est le nez dans le vent qui est. La somme des petits éléments là, présente moins de surface exposée au vent que le beam qui les tient. Mais par contre, un beam HF, lui, c'est le beam qui prend le plus. Fait qu'on le met de travers c'est les éléments qui prennent le plus de vent. Fait qu'on vient que le vent arrive rien que sur le beam et non pas sur les éléments. Fait que ça, c'est la façon de faire, là, de toute façon. Fait que, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Si tu allais avec ta 40 au lieu de ta 48, ben là, tout ton calcul rechange parce que ton omnidirectionnel, il est plus à 60 pieds, il est plus bas, etc. C'est ça. Tu n'arriveras pas à 475, tu vas peut-être arriver à 435. Absolument, je suis content de voir que quelqu'un a tout compris. Oui. Si on remonte dans les calculs, bien évidemment, tous les calculs que vous avez ici, tous les calculs, ben, ces hauteurs-là sont plus petites. Donc, le chiffre en bas arrive à 475 et il est plus petit pas mal. Ouais. Fait que, en fait, vous pouvez enlever 8 pieds à chacune de ces choses-là. Prenez celui-là, puis au lieu de le multiplier par 60, multiplier par 52. Puis celui-là, tu sais, multiplier. Fait que ça fait un moment d'air beaucoup plus faible pour une tour qui est beaucoup plus forte.
Fait que, mais l'autre solution, évidemment, on met moins d'antennes dans ce tour. Hein, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le problème, c'est que moi, les antennes, là, en tout cas, puis j'ai vu bien des radioamateurs faire ça, on commence par mettre une antenne, puis après ça, on en met une autre, puis après ça, on en met une autre, puis après ça, on change ça. Fait que il faut voir c'est quoi votre rêve un jour d'avoir là, comme antenne chez vous. Puis c'est ça. Mais sinon, si vous prenez une chose plus courte, toutes ces valeurs-là ici diminuent. Fait que votre chiffre ici diminue beaucoup. Fait que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup, moins fort. J'ai une autre question par rapport à ça avec le projet Arden qui s'en vient. Les coupoles, là, ça doit pogner dans le vent en tabarnouche. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Puis, ça crée de la torsion. Parce que les coupoles, là, le vent, quand il arrive de côté, là, il crée de la torsion dans la tour. Fait que c'est là que c'est important que tout ton petit bracing qui reprend la torsion là, soit en bon état. Oui. On a Jean-Luc qui a posé une question, puis ensuite Oui. Marie. Oui, ben Jean, vas-y, tes voix, moi je les vois moins bien, là. Oui, c'est ça, j'en reviens à ma question de tantôt. Donc, le moment, là, c'est la charge, l'obligation de charge qui est à la base de l'antenne, je comprends bien? Oui. C'est pour vérifier, pour ne pas... Toute ta tour est calculée. C'est sûr, regardez, on va revenir à la tour, là. On revient à la tour. Mettons que la base, là, est ici. Bien, c'est sûr que si tu enlèves les deux sections du bas puis tu mets ton béton là, ça force, les mêmes antennes vont forcer moins que si tu as tout ça en plus. L'important, c'est de savoir là où est ta base, là, qu'est-ce qui peut faire pencher ta base de côté. Vous vous rappelez le graphique que j'avais ici, là, là, bon, ici. Plus c'est ce moment, le moment qu'on a calculé là tout à l'heure, c'est cette affaire-là ici. Là. Cette affaire-là ici, là, c'est ça qui fait que la base va s'accoter sur le sol ici, qu'elle va peser plus sur ce bord-là. Fait que c'est ça ici qu'on veut s'assurer qu'on ne dépasse pas les capacités. Là. Cette surface-là, pour une base qui a 5 pieds de creux, à peu près 3 pieds et demi par 3 pieds et demi ou 4 pieds par 4 pieds, là, dans du sol bien compacté, ça suffit pour reprendre ces moments de flexion-là. C'est comme ça qu'ils ont calculé ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Là. C'est sûr que... On a Mario VA2MVO aussi. Oui. Ça ne parle pas. Non, ton micro est fermé ou quelque chose, là? Non, le micro n'est pas fermé, mais on ne l'entend pas. Mario? OK, ben on va attendre qu'il réponde son trouble. On a un Luc Laflamme aussi qui a une question. Oui, vas-y, Luc, puis Mario va régler son problème. Là. Bonjour. Dans le cas d'une tour DMX 40 ou 44, c'est ça que j'ai ici, elle n'est pas installée. Si la base de béton elle est un peu plus petite que ça, puis que la tour est attachée à la maison en haut, ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Oui. C'est l'équivalent de haut-banc. Oui. Okay. Sauf que c'est quand même des bonnes forces hein, sur la tour. Fait que si c'est attaché après la maison, regarde si ta frise, là, c'est quelque chose de solide. Là, mais oui, ça change beaucoup. OK. Tu viens... ça dépend. Mettons, tu fais un 48 pieds puis que tu attaches à la base, la tour, après 2 sections au moins, là, si ma mémoire est bonne, tu viens d'améliorer ton sort beaucoup. Ça, j'ai une 44 pieds puis je pourrais attacher quasiment facilement à 30. Là. Oui, c'est... oh mon Dieu, oui, t'aides beaucoup. Parfait, merci. On reprend peut-être Mario. Est-ce que ça marche? Mario, est-ce que ça fonctionne? Ça n'a pas l'air à ça. On a Jean-Luc Boivin aussi. On va passer à Jean-Luc pendant que Mario regarde ça. Oui, dans le fond, c'était rien qu'un commentaire concernant la frise, là, le fascia. Là. Je n'ai attaché une à un moment donné comme ça après la maison.
pour un autre radioamateur qu'on avait installé. Puis ce que j'ai fait, j'ai ouvert le fascia, j'ai pris le temps de redoubler le 2/6 de fascia avec la braquette fixée là-dessus avec des tire-fonds d'à peu près, mettons, 2,5 pouces, 2,5 pouces, 3 pouces. Fait que ça a fait une job très solide. Là. Mais je ne voulais pas me fier avec rien qu'une épaisseur d'1,5 pouce de fascia. Là. Très bon commentaire, oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y avait Mario? Je vois pas. Non, Mario n'est pas revenu avec ça, puis je vois pas d'autres mains levées. Bon, ben. Ouais, est-ce que tu avais fini, toi, Guy, ou tu étais rendu à ta dernière slide? Oui. On va voir, là. Un beau gros merci. Non, je vous remercie. J'ai aimé ça, vous présenter ça. Puis les questions étaient intéressantes. Puis si vous avez des questions, là, posez-les. Je pense qu'ils ont été posées. Oui, ben, il m'en reste 2 questions dans ma liste. Oui, vas-y. Tu parlais de réparation. Tu disais doubler avec un morceau puis des boulons. Est-ce que c'est mieux de souder ou de faire des trous, justement, parce que tu disais en même temps des je fais des trous puis pas trop gros. Parce que ça prend pas beaucoup de force. Là. Puis ça, c'est dans le cas là, où on a dit, là, attends, je reviens ici, là, je recule. Ça, c'est dans ce cas-ci, hein, où tu as ça de... S'il est tout petit, là, oublie-les. Mais si c'est aussi prononcé que celui-là, ben là, moi, je serais porté à mettre... 10 boulons, plus qu'un boulon, une petite plaque d'acier, plus que peut-être 2-3 boulons, mais t'assurer que les trous des boulons sont tous bien en ligne. OK? Parce que là, à ce moment-là, les lignes de force vont passer autour du premier boulon, puis ils vont continuer, ils vont passer à côté du deuxième et du troisième. Mais sinon, si la ligne de force passe à côté du premier, puis elle frappe le deuxième boulon, bien là, elle est obligée de se déplacer. Puis là tu as affaibli ta tour. Mais il faut, dans un cas de même, moi, c'est ça que je ferais. Mais sinon, tu peux oublier, là. On a Luc Laflamme qui a une question. Je pense que Mario, son micro marche après. Dans le cas de la tour que je parlais tantôt, évidemment, c'est une tour usagée que j'ai achetée, des MX40. Puis j'ai pas les grands pattes qui vont dans le béton, dans le fond. Là. Non, cette tour-là a été modifiée pour être capable de tilter. Là. Oh, OK. C'est comme des ferranges qui en bas. Oui. Après, est-ce que je peux me servir d'ancrage en J comme qu'on fait pour des colonnes en structure d'acier? Oui, mais en autant que ta base est armée, vraiment. Il faut que la base soit armée. Avec une base armée, OK. Oui. Il faut que tu mettes de l'armature dedans. Tu n'as pas besoin d'en mettre autant là, qu'ils mettent pour les ponts, là, mais il faut que tu mettes de l'armature pour être sûr que le béton est tout bien. Puis ton ancrage, ben, il faut qu'il soit au moins un pied et demi, 2 pieds de long là, dans le béton. Ça, j'avais pensé au moins 2 pieds. Là. Oui. Avec un hook de 4 pouces en bas. Là, oui. Mais ça s'applique un peu comme les colonnes de structure d'acier. Je regarde ça, parce que j'ai vu, moi, quelqu'un qui avait patenté une affaire pour pencher sa tour, là. Puis, c'était de l'improvisation, puis... Bon, ça n'a jamais tombé, mais... en tout cas. Tu n'aurais pas signé avec ton saut là-dessus. Non. Mais c'était vraiment une affaire, là, en tout cas. Même que j'ai un de mes confrères, moi, qui a monté des tours, puis à un moment donné, le gars qui avait fait ça, il a demandé, bon, ben, veux-tu venir m'aider à monter ma tour? Puis quand il a vu ça, il a dit, non, moi, je grimpe pas là-dedans. Mais, par contre, c'est un avantage. Une tour que tu peux pencher, là. Une tour que tu peux pencher, par exemple, c'est bien plus facile d'aller corriger une antenne, puis qu'il y a eu un problème ou quoi que ce soit, là. Hey, c'est sûr. Oui. avec Mario. Oui. Bon, là, je réponds. Autrement dit, j'aimerais ça savoir, mettons, pour ça, le serrage. Là, ça serait-tu bon de prendre une clé dynamométrique? Prendre une clé puis faire quoi? Une clé dynamométrique, là, un peu pour le serrage là, des études. Un torque wrench qu'il appelle. Là, un torque wrench, oui. Un torque wrench.
Oui, Ouais. c'est ça, j'en ai parlé de ça. Oui, ça serait bon. Sauf qu'un torque wrench, pour mettre le torque, pour les boulons d'en bas, pour mettre le torque, là, les deux, trois premières sections, là, ça te prend un torque wrench, c'est une méchante grande chose. Puis oublie pas, toi, t'es grimpé dans le tour, puis là, vous me voyez pas, là, mais t'as le bras à l'autre bout, là, du torque wrench, là. OK. C'est, écoute, ce que tu vas serrer, là, idéalement, c'est un torque wrench. Ça, c'est sûr, là, t'as raison. Mais, quand tu as un bon box, là, puis tu mets pas mal de poids dessus, là, surtout pour les sections d'en bas, il n'y a aucun problème. Les sections d'en haut, vas-y pas trop, parce que tu peux le stripper à bas. Mais si tu strip, tu vas t'en apercevoir que la noix va te rester dans le socket. Là. Mais c'est pas du tout conseillé de mettre une force trop grande. Mais il faut que ça soit assez à côté pour qu'il y ait de la friction entre les deux morceaux. Mais c'est vrai que théoriquement, le torque wrench, c'est ce qu'il y a de mieux. OK. Bon. OK. Et ne pas oublier le casque pour le gars qui est en bas. Vous avez vu dans la photo, le gars, il avait un casque en bas. Hein? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, Jean-Luc Boivin aussi qui a levé sa main. Oui. Moi, je pense, ma question, c'était, mettons une tour qui n'est pas HD, là, puis que je voudrais, exemple, la renforcer. Est-ce que je pourrais mettre, exemple, un tuyau, exemple, galvanisé à l'intérieur des pattes, les installer comme ça, en quinconce? Mettons, retenu avec des collets filetés, par exemple. C'est une question de même que j'ai. Il y a une idée qui me passe. Là. Ça pourrait-tu, exemple, venir améliorer une situation dans une situation, mettons, que je suis un peu trop chargé dans le tour? Moi, je vais te dire... c'est peut-être trop mettons que ça serait chez nous. Là. Sais-tu ce que je ferais plutôt? Je mettrais un haut-banc, m'aller accrocher après le toit de mon cabanon, l'autre accroché après le poteau d'Hydro-Québec en arrière, puis l'autre accroché après le toit de ma maison. Puis là, les hauts-bancs seraient horizontal. Hey, ça, là, un haut-banc horizontal, c'est très fort. Tu iras plus là-dedans qu'essayer de renforcer en mode bricolage. Tu as raison pour le tuyau. Si tu mets un tuyau d'un bout à l'autre, puis tu réussis, tu viens de renforcer, mais pas beaucoup. Pas beaucoup pour l'ouvrage que tu vas te donner. Ouais, par contre, tu viens augmenter un petit peu ta charge au vent. C'est la seule charge qui est problématique dans une tour. Là. Des charges au poids puis tout ça, là, c'est pas un problème. Le seul problème avec une tour, c'est la charge du haut vent. Ouais. Puis tu ne l'augmentes pas beaucoup. En mettant un tuyau dans le milieu, là, puis en l'attachant, moi, je vais même te dire, même c'est non. Moi, c'est non. Tu ne renforces pas, à moins que je ne comprenne pas ce que tu veux faire. Là. Attends, on va revenir ailleurs. Tu sais, moi, je pensais, exemple, sur chaque patte, aller mettre un tuyau, mais tu sais, pour couvrir les joints, dans le fond. Oh, après la patte. Après la patte. Tu sais, en hauteur, mettons que je dis, je veux renforcer mes sections du haut, par exemple. Ouais, tu mets du poids, mais oui, c'est sûr. Mais comment tu vas l'attacher après la patte, par exemple? Là, ça serait la seule façon pour ne pas percer, ça serait des collets filetés à ce moment-là. Ouais. Collets filetés en stainless. Oui, c'est sûr que tu vas aider. Ou des U-boats galvanisés, quelque chose comme ça. Mais oublie pas que le gros problème, en tout cas, si tu fais ça, là, j'aimerais quasiment être là pour faire les calculs avec toi. Parce que là, ta tour, là, attends un peu, on va reculer, là. Ta tour, ce que tu vas faire, là, tu vas venir renforcer, mettons, à partir d'ici en montant. Fait que là, à ce moment-là, il faut calculer, faire tous les calculs que j'ai faits pour la base de la tour, là, il faut les faire pour ici, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ils ont-tu besoin d'être renforcés? Puis, s'ils ont besoin d'être renforcés, par combien? Il faut tout recommencer, les surfaces d'air multipliées par la distance, puis là, voir une tour dont la base serait ici pour le fun. Dans le fond, tu ne peux pas faire une job de même en improvisation, c'est ça que ça veut dire. Non. Moi, je te conseille bien plus d'une tour un petit peu plus basse. Puis à part ça, tu sais, oubliez pas la loi de... Puis ça vaut à peine, j'ouvre une parenthèse là-dessus. Là. Les lois là, sur la hauteur des tours, là, ici, là, sont sévères.
Moi, j'ai eu la chance de faire ma tour dans le temps qu'il n'y avait pas personne. Puis j'ai été la première maison sur la rue. C'est une nouvelle rue qui ouvrait. Fait que les nouveaux qui arrivaient, c'était gênant de dire hey, qu'est-ce que tu as fait là? T'avais qu'à aller t'acheter ailleurs. Hein? Fait que, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais c'est plus une tour est haute, plus. D'abord, si tu dépasses 15 mètres, vous savez que vous pouvez être soumis. Il suffit qu'un voisin se plaigne, puis vous pouvez être soumis à toute une affaire avec la ville, puis avec le ministère, puis du ISDE, puis tout ça. C'est compliqué. Par contre, si. Je vais vous donner un exemple, là, puis ça fait plaisir. Il y a un certain nombre d'années, là, j'ai été passer mes hivers en Floride. J'étais dans un petit village, tous des Québécois qui sont là. Puis là, il avait installé une tour dans laquelle il avait mis plein d'antennes pour envoyer du Wi-Fi à tout le monde dans le village. Mais là, il avait planté aussi des palmiers partout. Fait que là, les palmiers poussaient. Fait que là, ça bloquait les zones Wi-Fi. Fait que là, les gens voulaient monter à taux plus haut, puis mettre plus d'antennes dedans. Fait que la première chose que tu fais, sans aller leur en parler, mais que tu fais quand tu veux mettre une tour dans ta ville, la première chose de tout, va lire les réglementations de ta ville sur les tours. Parce que c'est important. Puis ça, là, c'est important. Puis si tu vois que tu vas juste dépasser un petit peu, là, tu n'auras pas de problème, mais si tu dépasses beaucoup. Fait que là-bas, en Floride, là, il y avait des règlements là, pour les tours. C'était sévère. Là. Tu ne pouvais pas mettre une tour qui dépassait plus que 5 pieds le toit de ta maison, puis tout ça. Puis il y avait des pages d'exigence. Puis à la dernière page de tout, dans le dernier paragraphe, il disait, mais si la tour est pour un radioamateur, aucune de ces restrictions-là sont appliquées. Fait que ça, c'est un rêve, mais... Fait que là, les gars dans le village, ben, ils ont dit, regarde, t'es radioamateur, dis que c'est pour toi, on va voir. Fait que c'est ça. Mais là, il y a d'autres questions, on va arrêter de placoter. Il y a d'autres questions. Oui, on avait Pierre Laflamme. Oui, bonsoir. Excellente présentation. C'est très intéressant. Je voulais juste savoir, vous les achetez où, ces tours-là, neuves? Oh, mon Dieu! Où est-ce qu'on les achète avant? J'achetais ça. Moi, j'ai acheté ça chez Elkel. Mais... Parce que moi, j'ai été voir sur le site de DMX. Ils donnent un dépositaire à Québec, mais il ne veut pas nous les vendre. Il faut qu'on passe par un électricien. Il m'a dit. Ouais. Il ne voulait même pas nous donner un prix. Je me souviens plus de la compagnie, mais c'est sur le site de DMX, là. Ça fait que je me disais, on les achète où? J'ai trouvé un site à Toronto où on peut vraisemblablement les acheter en ligne, là, mais, puis les faire livrer, là, mais j'ai pas trouvé d'autre chose. Oui, mais j'ai l'impression, j'ai pas été voir, c'est une très bonne question que tu me poses là. Mais Radio World, ils en vendent-tu des tours? J'ai pas vu sur leur site qu'ils en vendaient. T'as pas vu ça, hein? Oh! Parce que c'est sûr qu'acheter une tour de seconde main, ça c'est facile. Moi, chaque fois que j'ai changé de tour, pas si souvent que ça, là, j'avais toujours quelqu'un qui levait la main, là. Dès qu'il avait entendu parler que je pensais de changer de tour. Fait que, parce que je déménageais. DX Engineering. Fait que, mais y a-t-il quelqu'un qui a une réponse pour... DX Engineering. Ouais, mais DX Engineering, là, ça, c'est américain. Est-ce qu'il faut qu'on paye les douanes? Parce que là, de ce temps-là, M. Trump... non, DX Engineering, c'est différent. En fait, là, si tu compares entre Radio World et DX Engineering, ça ne te reviendra jamais plus cher DX Engineering d'acheter chez Radio World. Je ne veux pas encourager les Américains, c'est pas ça que je dis, mais ils ont une bonne façon pour l'expédition et tout. Puis l'autre affaire, tu ne payes pas le transport non plus. OK. Par contre, le Canada, le Canada a mis des taux pour compenser ceux de... Il faudra voir, là, mais écoute, il n'y a rien de mieux que d'aller voir et de t'informer. Là. Ouais, je vais m'informer. Bon, oui. Bon, ben, merci beaucoup. Bienvenue. OK, on avait Mario qui avait une question V2 MVO. Oui, mais là, on n'a pas parlé des rotors. Des rotors pour les antennes. Non, ça, là, c'est... Non, on n'a pas parlé de ça parce que ça fait pas partie de la tour, là, intégrante, là. Okay. Mais un rotor, là...
Je veux dire, encore là, comme je vous dis, trop fort n'a jamais lâché. Là. Mais c'est pas, ça rajoute pas de poids. Ça rajoute pas de poids, puis à peu près pas de surface au vent. Là. Ça en rajoute un peu. Tu as raison. Là. Si j'avais été payé pour faire ça pour quelqu'un d'autre, j'aurais calculé la surface du rotor et son poids. Là. Mais c'est négligeable. C'est comme ma petite antenne omnidirectionnelle en haut. Là. Je l'ai pris, mais c'est juste pour dire que j'avais rien oublié, là, tu sais, à 0,2 pieds carrés. Là. Mais tu as raison. Tu as raison, il faut la surface de rotor. Oui. Je me demandais, je dis, si on prend une antenne directionnelle, c'est pour ça que je dis le rotor pourrait être une question. C'est ça, Oui, ben moi, j'en ai un rotor en haut de ma tour, là, puis pour tenir tout ça, parce que tout ça, ça tourne là, au complet. Là, puis c'est vrai, dans mon calcul, j'ai négligé la surface du rotor que j'aurais dû prendre. Mais ça représente quoi en pied carré? Un rotor, peut-être 3 quarts de pied carré. 3 quarts, oui. Oui, c'est pas aussi gros que ça. Par contre, pour le tuyau, j'ai mis le tuyau, puis j'ai été généreusement avec le tuyau qui part du rotor, puis après tout ce qui est accroché. Fait que, mais tu as raison. Pour être puriste, tu as absolument raison. Il ne faut pas prendre un rotor Radio Shack non plus pour antenne de TV. Là. Oh non! Non. Oh non! C'est pas pareil. Oh non. Pas pareil. Non. Il y a AM4, là, puis des affaires de même. Là. Puis encore là, hein, quand vous prenez les rotards, ils disent de combien que ça peut supporter là, de superficie au vent. Là. Fait que, parce que quand ça tourne, c'est pour ça que ça donne une force de traction aussi. Oui, mais quand ça tourne, puis il y a une affaire aussi, un rotor, hein, quand il vente fort, puis ton rotor est arrêté, là, veut pas, là, en tout cas, vous ne me voyez pas, là, mais les antennes donnent un petit coup. Ils vont à gauche, à droite, là, juste un petit peu, peut-être 1 degré sur un bord, 1 degré sur l'autre. Puis, bien souvent, sur les contrôleurs de rotor, ben, tu as une place preset qui appelle, là, puis tu pèses là-dessus, puis là, ton antenne, moi, je l'avais calculé, elle venait se placer bien parallèle à la rue en avant, c'était beau, là. Puis, mais là, ça joue. Puis quelqu'un me disait, qui joue avec les tours souvent, c'est que c'est toujours les mêmes dents du rotor qui reçoivent les coups, là. Fait que, ils ont dû changer un moment donné, là, de place, là. Mais, regarde, il m'a dit ça il y a 1 an et demi, là, ça faisait 31 ans, puis il marche encore très bien. Mais, tu as raison, ça prend un bon rotor. Oh, oui, définitivement. Je te remercie bien. On a Jean-Luc Boivin qui a une question. Oui, moi, c'était un commentaire concernant les règles municipales. Là. Ben, je sais un petit peu par expérience, c'est pas tout pareil dans chaque municipalité. Exact. L'autre affaire, au point de vue maintenant, est-ce qu'ils vont être un petit peu moins rigides concernant maintenant les mesures d'urgence puis tout ça, qu'on essaye d'intégrer plus qu'avant peut-être là, avec les municipalités? Est-ce qu'ils vont être un petit peu plus tolérants? Par exemple, pour des personnes, qui font partie des mesures d'urgence ou qui ont des qualifications en mesures d'urgence, je parle toujours en communication, là. Jusqu'où que ça part ou que ça s'arrête, c'est ça que je me pose comme question un peu. Parce que moi, j'étais avant à Terrebonne, puis à un moment donné, le gars de la ville, il m'avait dit, écoute, on ne se mêle pas de ça vraiment. Il dit, c'est sûr, comme tu disais tantôt, Guy, à moins qu'un voisin crie bien fort. Là. Oui. Fait que c'est ça, parce que pour en parler des fois sur les ondes entre les radios amateurs, il y a beaucoup un peu de contradictions là-dessus. Hein? Un dit une chose, l'autre dit l'autre. C'est comme dur à mettre le point final là-dessus. Hein? D'une ville à l'autre, ça varie beaucoup. Ça, c'est une chose. Pour ça, je disais, regardez les règlements de votre ville. Puis l'autre affaire, ben, c'est sûr qu'il faudra faire des pressions, mais aussi en urgence, bien souvent, là, on travaille avec les répétitrices. Fait que tu n'as pas besoin d'être à 60 pieds dans les airs non plus. C'est bien souvent, là, c'est un petit portable dans ta main. Hein. Ouais, mais c'est à penser. Mais il y a des pressions, il y a des demandes qui devraient être faites. Puis là, en tout cas, si j'étais encore sur le CA, je ne dirais pas demander à Raki d'en parler. Mais parce que faire des démarches auprès du gouvernement, c'est pas évident. Là. Non. Mais oui. Et ça pourrait être. Parlez-en de vous autres d'abord. Est-ce vraiment important
d'avoir de quoi de bien haut pour les urgences? Puis si oui, il y aura des demandes à faire. Oui, ben c'est surtout dans le cas où il n'y a plus rien qui fonctionne puis qu'on fonctionne seulement qu'en HF. Parce qu'il y a quand même des pratiques de réseau d'urgence sur HF également. Oui. Ah oui. Oui. Mais là, ça serait avec l'Union des municipalités, probablement, qu'il faudrait communiquer puis voir avec eux autres si c'est quelque chose d'impensable pour eux autres ou pas. Mais toujours avec la fameuse loi du fédéral. Parce que tantôt, tu as ouvert une parenthèse quand tu as parlé de la réglementation en Floride, puis tu es arrivé au dernier paragraphe, tu as dit sauf pour les radioamateurs. Ouais. Ça égale une chose, là, puis on sait tous ça. Aux États-Unis, la radioamateur est très présente dans tous les systèmes de mesures d'urgence. Oui. Ils ont même des stations radioamateurs dans les postes de pompiers. Là. Puis certains postes de police. Ils sont beaucoup plus conscients. Plus conscients, tu as raison. Pour ça qu'il y aurait peut-être de quoi faire auprès de l'Union des municipalités. Je ne sais pas, mais commencez par en parler au réseau d'urgence, les télécommunications d'urgence, il faut dire. Là. Parler pour dire, est-ce qu'un petit groupe pourrait préparer quelque chose puis entrer en contact avec l'Union des municipalités là-dessus? Oui. Je commencerai par l'Union des municipalités, moi, avant d'aller au gouvernement. Quoique, le fait qu'on soit appuyé par le ministère de la Sécurité publique, là, ça ferait un très bon argument à mettre dans le document. Tu sais. Bien, surtout que les changements climatiques, on sait qu'il y a de plus en plus de... Parce que ça va arriver un jour que les radioamateurs seront sollicités d'une certaine façon, peut-être plus que dans le passé. Là. Puis les génératrices ne partiront pas, comme à l'hôpital Rosemont. En tout cas, on voit de plus en plus des affaires là, dans certaines régions, plus qu'ailleurs, mais en tout cas. Oui. Non, il y aurait quelque chose, mais parlez-en aux télécommunications d'urgence. Je suis certain que Jean-Michel va être intéressé par la question, puis ça pourrait être un petit groupe là, qui prépare un document pour l'Union des municipalités. Je pense que c'est là qu'il faudra aller. Parce que c'est les municipalités qui gèrent ça, hein, des taux. Ah oui. Oui. C'est l'aménagement du territoire qu'ils appellent. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Christian qui avait deux. Oui. Christian, il a tellement attendu qu'il est parti. Ah, il est toujours là. Ah, OK. On t'écoute. Le micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Ben, en attendant que Christian arrange, quand est-ce que, tu sais, j'ai vu des antennes des fois avec le haut qui était rouge ou qui avait une lumière. Quand est-ce que ça rentre en ligne de compte, ça? Oh mon Dieu. En tout cas, c'est plus. En ville, c'est une chose, mais ceux qui sont dans le bois. C'est en fonction de la distance d'un aéroport. Ah, puis, c'est à partir de la piste la plus proche de chez vous, puis là, tu montes avec un certain angle, puis un angle de je ne sais pas combien de degrés, là, fait qu'au fur et à mesure que tu t'éloignes, ben, c'est de plus en plus haut. Fait que c'est en fonction. Fait que si tu es proche d'un aéroport, ça vaut à peine, je pense que c'est à l'aéroport qu'il faut s'informer. OK. Puis le haut des taux peint en rouge, c'est la même chose, ça? Oh, ça, là, il faut que ce soit beaucoup plus haut. Je pense pas qu'il y ait j'ai déjà vu des taux radioamateurs puis être en blanc et rouge, mais non, nous autres, là, on n'a pas besoin de ça. Aller jusqu'à 68 pieds, là, on n'a pas besoin de ça. Mais la lumière, par contre, là, c'est à partir de l'aéroport. Fait que c'est pas bien loin d'un aéroport. Je pense que au bout d'1 kilomètre, 2 kilomètres, tu n'as plus besoin de ça. En bas d'une certaine hauteur. Mais la hauteur, là, totale, là, je ne pourrais pas te dire. Là, Pour que ça prenne une lumière en haut d'une tour, il faut qu'elle soit méchamment haute ou bien non, tu es carrément en ligne avec la piste. C'est ça. Tu as la dernière maison sur le bord d'un quartier, puis après ça, tu as le seuil de la piste. Il faudrait que tu sois vraiment malchanceux, mais autrement. Oui, c'est ça. Il y a un angle là, à laquelle je l'avais vu. Là, il y a un angle à partir du bout de la piste là, en montant, là, si tu es proche de la piste. Sinon, là, il faut vraiment que tu sois haut. Là. Je pense que c'est à partir de 100 pieds. Ah, c'est ça. Je l'avais vérifié. Je pense parce que moi, j'avais vérifié parce que je t'approche de la rivière des Mille-Îles, puis il y avait des hydravions qui atterrissaient, malgré que les hydravions n'ont pas le droit de voler le soir. Mais moi, j'en ai installé parce que, au cas où.
Parce que j'étais à peu près à 300-400 pieds de la rivière. OK. Fait que j'ai dit, on ne sait jamais. Des fois, un avion qui rentre plus tard, parce que j'avais quand même une 60 et quasiment 80 pieds avec le mât et tout, là. Je n'avais mieux une par précaution. Hey, attends donc, je vais faire une affaire. Moi, je pense que vous n'avez plus besoin de la projection. Hein? Donc, Christian, tu avais une question? Tu avais la main levée aussi? Comment tu as dit ça? Christian, tu avais la main levée. OK. Attendez un peu. Comment je fais pour enlever le partage? Clique sur partager, puis à droite sur la petite flèche. Ouais, j'ai cliqué dessus, là, puis là, il est arrivé, c'est marqué partager, copier lien, dispositif. Ah non, mais là, tu es dans la présentation, dans ton Teams. Dans le Teams. Là, tu es dans l'application. OK. Ah ben non, pourtant, je vous vois ici, vous autres. En tout cas, regarde, on va faire une affaire, j'espère que... Ah! Voilà. C'est ça. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est bon. Ouais. Ah, on a quelqu'un qui a répondu, les taux DMX sont en vente dans le chat. Chez Électronique Rebelle sur la rue Notre-Dame à Montréal. Ah, OK. Fait que, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire que je suis bien content de tout vous avoir vu. Salut Patrice, je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Là. Ah, je suis là depuis pratiquement le début. Là. Notre représentant à RAC pour le Québec. Oui. Fait que, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Merci beaucoup, Guy, de ta présentation. Merci beaucoup, Guy. C'était très intéressant. Merci, Guy, pour ta présentation. C'est apprécié. Puis ceux qui ont organisé cette rencontre-là, merci aussi. Merci beaucoup. Là. Comme pour les autres présentations, on ne met pas les liens directement sur le site web, mais ils sont disponibles sur demande. Fait que si vous avez des collègues, des amis qui n'ont pas vu ça, vous pouvez nous envoyer un courriel. On va vous envoyer le share là, pour la présentation, le partage. C'était bien apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait Bonne soirée. Bonne soirée. Merci aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Charles. Merci, bonsoir. Salut bien tout le monde. On va attendre d'avoir toutes les... Joyeux Noël, bonne année. Bon. Je ne sais pas s'il y a la flamme, mais il doit être parti. Là, hein? Qui? On dirait bien, oui. Ouais. Bon, ben moi, je vous laisse.